Margot serre l'album contre sa poitrine en montant les escaliers de l'immeuble familial à Villeurbanne. 3 semaines de travail pour assembler ses photos et écrire de petites annotations sous chaque souvenir. Leur première sortie au zoo, le pique-nique au bord du Rhône, Noël 2012. Elle a tout gardé, comme si ces moments pouvaient prouver qu'elle appartenait vraiment à cette famille. Aujourd'hui, Michel fête ses 60 ans. L'appartement déborde de monde et de rires bruyants. Des invités élégants discutent par groupe, verre de champagne à la main. Margot se faufile jusqu'à la cuisine, où Sylvie arrange des petits fours. Sa mère adoptive lui lance à peine un regard avant de retourner à ses préparatifs, sans un mot de bienvenue. À 19h, Michel trône au centre du salon, entouré de cadeaux luxueux empilés devant lui. Une montre hors de prix offerte par sa sœur, un coffret de whisky rare de son frère, des billets pour un week-end à la mer de ses collègues. Il déballe chaque présent avec des exclamations de joie, embrasse les joues, rit aux éclats. Son bonheur rayonne et contamine toute la pièce. Margot attend son tour, le cœur battant de plus en plus fort. Elle s'approche enfin et lui tend le paquet emballé dans du papier craft, décoré avec soin. Michel prend l'album, défait le ruban. Le silence se fait progressivement dans la pièce. Il ouvre la première page, parcourt les photos, tourne les pages de plus en plus vite. Son visage change, se durcit. Il referme l'album d'un coup sec, les mâchoires crispées. La question tombe, glaciale. C'est quoi ça? Margot sent son estomac se nouer. Elle cherche ses mots pour expliquer que c'est un album de leurs souvenirs ensemble, que chaque page raconte un moment partagé depuis 20 ans. Michel se lève brusquement, l'album à la main. Sa voix monte d'un cran, devient cinglante quand il compare son cadeau misérable au présent coûteux des autres invités. Les conversations s'arrêtent net. Tous les regards convergent vers eux. Margot sent ses joues brûler, ses mains trembler. Elle balbutie qu'elle y a mis tout son cœur, que l'argent n'est pas tout. Les mots de Michel explosent dans le silence. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau sans valeur que tu m'as donné? La gifle part avant qu'elle ne puisse réagir. Le claquement résonne dans le salon, brutal, définitif. Sa joue explose de douleur, ses yeux se remplissent de larmes. Autour d'elle, les invités détournent le regard, embarrassés par la violence de la scène. Personne n'intervient. Sylvie disparaît dans la cuisine sans un mot. Michel jette l'album sur le canapé avec mépris et assène le coup final, ces mots qu'elle n'oubliera jamais. Qu'elle n'a jamais vraiment fait partie de cette famille. Qu'ils l'ont élevée, nourrie, logée, que c'est déjà bien assez. Que ces petits cadeaux de pauvres, elle peut les garder pour elle. Margot recule, la main sur sa joue brûlante, les larmes coulant sans retenue. Elle attrape son manteau et fuit l'appartement, sourde au murmure dans son dos. Dehors, la nuit d'octobre est glaciale. Elle marche sans but, traverse le pont, descend vers les quais déserts de la Saône. Les mots tournent en boucle dans sa tête, implacables, dévastateurs. 20 ans sous ce toit, et voilà ce qu'elle représente pour lui. Rien. Une erreur qu'on tolère par obligation. Pourquoi cette violence soudaine? Michel a toujours été distant, froid parfois, mais jamais cruel à ce point. Jamais avec cette haine dans le regard. Quelque chose a changé, quelque chose qu'elle ne comprend pas. Margot s'arrête sur le quai, le regard perdu sur l'eau noire qui coule sous les lampadaires. Elle sort son téléphone, hésite. Appeler qui? Elle n'a personne. Pas d'amis proches, pas d'épaule sur laquelle pleurer. Juste un studio minuscule et un travail qui paie à peine le loyer. Une voiture noire ralentit à sa hauteur. Margot ne lève même pas les yeux, perdue dans sa spirale de pensées sombres. Le bruit des portières qui s'ouvrent la fait sursauter. 2 hommes en costume sortent, le visage neutre, professionnel. Ils prononcent son prénom comme une certitude. Elle recule, désorientée, leur demande qui ils sont. Ils ne répondent pas. L'un d'eux la saisit par le bras, l'autre la pousse fermement vers la voiture. Margot tente de crier, mais une main se plaque sur sa bouche. En quelques secondes, elle est à l'intérieur, coincée entre les 2 hommes. Les portières claquent, la voiture démarre en trombe. La panique explose dans sa poitrine. Elle se débat, griffe, mais ils la maintiennent sans effort, presque avec douceur, comme s'ils avaient l'habitude de ce genre de situation. À l'avant, un homme plus âgé, cheveux gris, costume impeccable, se retourne lentement vers elle.
Il a les mêmes yeux qu'elle. Verts avec des éclats dorés qui brillent sous les lumières de la ville. Son sourire est étrange, mêlé de tristesse et de soulagement, comme s'il attendait ce moment depuis une éternité. « Bonjour Margot, ma chérie. Je suis désolée pour ces méthodes, mais je suis ton père biologique. » Margot se débat encore quand la voiture s'enfonce dans les rues désertes de Lyon. Les deux hommes la maintiennent fermement, mais sans brutalité, presque avec une douceur professionnelle qui la déstabilise encore plus. Elle fixe l'homme à l'avant, celui qui prétend être son père, et cherche dans ses traits une preuve qu'il ment. Mais ses yeux verts, cette forme de visage, même la fossette au menton, trop de ressemblance pour être un hasard. « Lâchez-moi », dit-elle d'une voix tremblante. « Vous n'avez pas le droit. » Thomas se retourne complètement, le visage marqué par quelque chose qui ressemble à du remords. « Je sais que ce que je fais est inadmissible, Margot. Mais 20 ans à te chercher, 20 ans à me heurter à des portes fermées. Je te demande 1 heure. Juste 1 heure pour t'expliquer. Ensuite, si tu veux partir, appeler la police, je comprendrai. » La voiture traverse le pont et file vers les quais de Saône. Margot cesse de se débattre, calcule ses options. Crier? Les vitres teintées étoufferaient le son. Sauter? Trop dangereux. Elle décide d'attendre, de comprendre d'abord ce qui se passe vraiment. Il s'arrête devant un immeuble haussmannien élégant, pierre blonde et balcon en fer forgé. Thomas sort le premier et ouvre la portière. Cette fois, il ne tend pas la main, respecte la distance. Les deux hommes restent près de la voiture, silencieux. L'appartement est au 4e étage. Lumineux, meublé avec un goût sobre, des tableaux au mur et une bibliothèque qui couvre tout un pan de mur. Une grande baie vitrée donne sur la Saône qui scintille sous la lune. Thomas referme la porte mais la laisse déverrouiller, un geste délibéré. « Tu peux partir quand tu veux », dit-il en désignant la porte. « Mais avant, s'il te plaît, regarde ça. » Il pose une enveloppe épaisse sur la table basse. Margot hésite, puis s'approche lentement. À l'intérieur, des photos jaunies protégées par des pochettes plastiques. Une jeune femme brune aux yeux verts, riant devant un carrousel. La même femme enceinte, les mains posées sur son ventre arrondi. Puis, un bébé dans ses bras, emmitouflé dans une couverture rose brodée. « Ta mère, Léa Moreau », dit Thomas d'une voix étranglée. « Et toi ?» 3 jours après ta naissance. Juin 1998. Margot fixe la photo sans pouvoir détacher son regard. La ressemblance est troublante, presque dérangeante. Cette femme pourrait être elle dans 20 ans. Elle retourne le cliché. Au dos, une date et quelques mots tracés à l'encre bleue. Margot, mon petit trésor, ma vie. Thomas sort d'autres documents avec des gestes mesurés, comme s'il manipulait des reliques sacrées. Un acte de naissance où son nom apparaît clairement comme père. Des lettres manuscrites, des dizaines, adressées à Léa. Des mots d'amour, des projets d'avenir, des promesses. Puis des rapports de détective privés récents, avec sa photo à elle, son adresse actuelle, son lieu de travail au café de la Croix-Rousse. « Léa est morte quand tu avais 3 ans, » dit-il en s'asseyant dans le fauteuil face à elle, gardant la distance. Accident de voiture sur l'autoroute A6. Sa mère était au volant. Après l'enterrement, tu as disparu du jour au lendemain. La famille de Léa m'a fait comprendre très clairement que je n'étais pas le bienvenu, que je ne te reverrai jamais. Margot sent sa gorge se serrer malgré elle. Michel et Sylvie m'ont adoptée de manière légale. J'ai vu les papiers. Vous inventez tout ça. L'adoption était légale, oui, mais orchestrée. Thomas se penche légèrement en avant. La mère de Léa, Colette Moreau, a des relations partout. Avocat, juge, services sociaux. Elle a fait en sorte que l'adoption se fasse rapidement, discrètement. Michel Garnier est un cousin éloigné de sa belle-sœur, quelqu'un qu'elle pouvait contrôler. Le nom Moreau résonne dans la tête de Margot. Jamais entendu. Jamais une grand-mère mentionnée, jamais une famille maternelle évoquée en 20 ans. Pourquoi? Pourquoi elle ferait une chose pareille? Thomas soupire profondément, passe une main fatiguée dans ses cheveux gris. Parce que j'étais indigne selon ses critères. Fils d'ouvrier textile, pas d'études supérieures, pas de patrimoine. Colette Moreau vient de la haute bourgeoisie lyonnaise. Quand Léa est tombée enceinte de moi, sa mère a tout fait pour nous séparer. Léa a tenu bon. Elle voulait qu'on parte ensemble,
qu'on construise notre vie loin de sa famille. Et puis il y a eu cet accident. Il se lève, marche jusqu'à la fenêtre, le dos tourné. J'ai cherché pendant 20 ans. Avocat, détective, contact dans l'administration. Rien. Colette a tout verrouillé. Puis, il y a 6 mois, un ancien employé de sa famille m'a contacté. Il m'a donné ton nom actuel, ta localisation. Margot Garnier. Margot se redresse, le cœur battant. Vous me suivez depuis 6 mois. Je voulais être sûre avant de t'approcher. Comprendre ta vie, savoir si tu étais heureuse. Il se retourne, les yeux brillants. Et ce soir, quand mon contact m'a dit que quelque chose s'était passé chez Michel, que tu étais partie en pleurs, j'ai su que je ne pouvais plus attendre. Les mots de Michel résonnent encore. Tu n'as jamais été vraiment des nôtres. Cette violence soudaine, comme s'il attendait le bon moment pour exploser. Thomas sort son téléphone, le pose sur la table. Appelle-le si tu veux. Demande-lui la vérité sur Colette Moreau, sur l'adoption. Demande-lui s'il me connaît. Margot regarde le téléphone, puis Thomas, puis les photos étalées devant elle. Tout son corps lui dit de fuir, mais une part d'elle, celle qui vient de recevoir une gifle devant 50 personnes, veut savoir. Margot passe la nuit éveillée dans la chambre d'amis que Thomas lui a préparée, incapable de fermer les yeux, tant les questions tournent en boucle dans sa tête. Les photos de Léa étalées sur le lit la regardent comme des fantômes accusateurs, et chaque fois qu'elle ferme les paupières, elle revoit la gifle de Michel, entend ces mots cruels résonner dans le silence de l'appartement endormi. Au matin, elle trouve Thomas dans la cuisine en train de préparer du café, les traits tirés comme s'il n'avait pas dormi non plus. Il lui tend une tasse sans un mot, respectant son silence, et elle accepte en évitant son regard car elle ne sait toujours pas quoi penser de cet homme qui prétend être son père. « Je veux l'appeler », dit-elle finalement en posant la tasse. « Michel, je veux entendre de sa bouche ce qu'il sait vraiment. » Thomas hoche la tête lentement et lui tend son téléphone. « Prends le mien. Il ne reconnaîtra pas le numéro. » Margot compose les chiffres qu'elle connaît par cœur depuis 20 ans, les mains tremblantes, et après 3 sonneries, la voix froide de Michel résonne dans l'appareil sans même un bonjour. Qui est-ce ? Elle inspire profondément pour contrôler le tremblement dans sa voix. C'est moi, Margot. Il faut qu'on parle. Un silence pesant s'installe, puis un soupir agacé. Qu'est-ce que tu veux encore ? Tu n'as pas eu assez hier soir ? Les larmes montent, mais elle les retient avec difficulté. Pourquoi tu m'as giflé, Michel ? Après 20 ans, pourquoi cette violence soudaine ? Le silence qui suit est différent, plus tendu, comme si Michel cherchait ses mots ou calculait ce qu'il pouvait dire. Parce que j'en avais assez de jouer la comédie, voilà pourquoi. Quelle comédie ? Celle de faire semblant que tu étais vraiment notre fille. Sa voix devient plus dure, presque libérée. On a fait ce qu'on devait faire, on t'a élevé correctement. Mais ne me demande pas de t'aimer comme Antoine et Mathilde. Margot sent son cœur se briser un peu plus. Est-ce que tu connais le nom de Colette Moreau ? Le silence qui suit est absolu, si long qu'elle croit qu'il a raccroché. Puis sa voix revient, méfiante et tendue. Où tu as entendu ce nom ? Réponds-moi. Tu la connais ? Michel expire bruyamment. C'est elle qui a arrangé l'adoption, oui. Elle voulait que tu sois élevé loin de ton père biologique, loin de toute cette histoire. Et nous avons accepté parce que c'était une opportunité pour nous. Les mots tombent comme des pierres dans l'estomac de Margot. Une opportunité ? J'étais une opportunité ? Écoute, on n'était pas riches à l'époque. Colette nous a aidés financièrement pour qu'on puisse t'offrir une vie stable. Et en échange, on devait couper tous les liens avec ta famille biologique. Il parle maintenant comme s'il se justifiait. On a tenu notre part du contrat pendant 20 ans, alors ne viens pas nous reprocher quoi que ce soit. Margot ferme les yeux, tandis que les larmes coulent librement maintenant. Et mon père biologique, tu savais qu'il me cherchait ? Il nous contactait régulièrement, oui. Lettres, avocat, détective. Colette nous disait de tout ignorer, que c'était pour ton bien. Pour mon bien ? La voix de Margot se brise. Ou pour le vôtre ? Michel ne répond pas immédiatement, et quand il parle enfin, sa voix est fatiguée. Crois ce que tu veux, Margot. On a fait ce qu'on pensait être juste à l'époque. Maintenant, si tu veux partir avec cet homme, fais-le. Tu es majeur. Tu prends tes propres décisions. Il raccroche sans attendre sa réponse. Et le silence qui suit est assourdissant.
Margot reste immobile avec le téléphone collé à l'oreille, tandis que les sanglots montent dans sa gorge. Incontrôlable et dévastateur. Thomas s'approche doucement et pose une main hésitante sur son épaule. « Je suis désolée que tu aies dû entendre ça. » Elle se retourne vers lui avec les yeux rouges et gonflés. 20 ans de mensonges. 20 ans à croire que j'avais une famille. Tu as une famille, dit-il doucement, en serrant légèrement son épaule. Moi. Je sais que je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais je suis là maintenant, et je ne partirai plus. Margot le regarde vraiment pour la première fois. Cet homme aux yeux verts comme les siens qu'il a cherché pendant 2 décennies sans abandonner. Et quelque chose se brise en elle. Quelque chose qui ressemble à la fois à du chagrin et à de l'espoir fragile. « Raconte-moi tout sur elle, » murmure-t-elle. « Sur Léa. Je veux tout savoir. » Les jours suivants passent dans un brouillard étrange, où Margot oscille entre la colère et une curiosité grandissante pour cet homme qui prétend être son père. Thomas lui montre l'appartement avec une timidité touchante, lui explique qu'elle peut rester aussi longtemps qu'elle veut, qu'il ne demande rien en échange, si ce n'est la chance de la connaître enfin. Elle appelle son travail pour prendre un congé en inventant une excuse vague sur une urgence familiale, et l'ironie de cette formulation ne lui échappe pas. Ces quelques affaires tiennent dans un sac qu'elle va chercher à son studio de guillotière, sans croiser Michel ni Sylvie, et quand elle revient dans l'appartement de Thomas, quelque chose en elle se détend légèrement. Ils passent leur soirée dans le salon, tandis que Thomas lui raconte Léa, avec une voix empreinte de nostalgie et d'amour intact. Comment ils se sont rencontrés dans une librairie du Vieux Lyon. Comment elle riait aux éclats pour un rien. Comment elle rêvait de voyager en Italie et d'ouvrir un jour sa propre galerie d'art. Margot écoute avidement ces histoires, comme si elles pouvaient combler le vide de 25 années perdues. « Elle te ressemble tellement », dit Thomas un soir en regardant Margot parcourir les albums photos. « Pas seulement physiquement, mais dans ta façon de froncer les sourcils quand tu réfléchis, dans ta manière de tenir ta tasse de café à 2 mains. » Margot sent quelque chose se réchauffer dans sa poitrine, une sensation étrange qu'elle n'arrive pas à nommer. « Tu penses qu'elle aurait été fière de moi ? Elle aurait été fière de la femme que tu es devenue malgré tout ce qu'on t'a fait subir. » Il marque une pause. « Et moi aussi, je suis fière. » C'est en fouillant dans les cartons de souvenirs rangés dans le bureau que Margot trouve l'enveloppe. Elle est cachée au fond d'une boîte remplie de lettres et de photos, scellée avec de la cire rouge qui s'est craquelée avec le temps. Sur le papier jauni, une écriture féminine délicate dit simplement « Pour Margot, à ouvrir le jour de ses 25 ans. » Margot appelle Thomas d'une voix tremblante en tenant l'enveloppe comme si elle pouvait exploser entre ses mains. Il pâlit en la voyant. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Je ne savais pas, » murmure-t-il. « Je ne savais pas qu'elle avait écrit ça. » Margot s'assoit sur le canapé et ouvre l'enveloppe avec des gestes précautionneux, tandis que Thomas reste debout près de la fenêtre, comme s'il n'osait pas s'approcher. À l'intérieur, 3 pages couvertes de l'écriture de Léa, des mots qui semblent brûler le papier tant ils sont chargés d'émotions. « Ma chérie, ma Margot, mon petit trésor, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te les dire moi-même, et cette pensée me brise le cœur. Je t'écris cette lettre alors que tu dors dans ton berceau, si paisible et si belle, et je prie pour que tu ne la lises jamais, que je serai là pour te voir grandir et devenir cette femme extraordinaire que je sais déjà que tu seras. » Les larmes de Margot tombent sur le papier, tandis qu'elle continue de lire. Léa raconte son amour pour Thomas, leur combat contre sa famille, qui les jugeait indignes l'un de l'autre, sa détermination à partir avec lui, malgré les menaces de sa mère Colette. « Ma mère est une femme cruelle sous ses manières raffinées. Elle m'a dit qu'elle me retirerait ma fille si je restais avec Thomas, qu'elle utiliserait toutes ses relations pour me faire déclarer inapte, qu'elle ferait disparaître mon enfant dans le système où je ne la retrouverai jamais. Je ne la crois pas capable de vraiment le faire. Mais parfois, dans ses yeux, je vois une détermination qui me glace. » Margot sent son sang se figer. Elle continue de lire avec une urgence grandissante. « Si quelque chose m'arrive, si tu grandis loin de ton père, sache que ce n'est pas parce qu'il ne t'aimait pas. Thomas t'aime plus que tout au monde. Il t'aime avec une intensité qui me fait pleurer de bonheur. Ne laisse personne te dire qui tu dois être ou comment tu dois vivre. Tu es faite d'amour et de force. Tu es le meilleur de nous deux. Ton père est un homme bon, le meilleur que j'ai jamais connu. Méfie-toi de ta grand-mère Colette. Elle te sourira peut-être, mais son cœur est de pierre.
La lettre se termine par quelques mots qui font éclater les dernières défenses de Margot. « Je t'aime, ma fille. Dans cette vie ou dans une autre, je serai toujours avec toi. Maman. » Margot plie la lettre contre sa poitrine en sanglotant, tandis que Thomas s'approche enfin et s'agenouille devant elle. Il ne dit rien, pose juste une main sur son genou, dans un geste de réconfort maladroit, mais sincère. « Elle savait, » murmure Margot entre deux sanglots. Elle savait ce que Colette pourrait faire. Thomas hoche la tête avec les yeux brillants de larmes contenues. « Ta grand-mère est une femme dangereuse, Margot. Si elle apprend que je t'ai retrouvée, elle fera tout pour nous séparer à nouveau. » Margot relève la tête, essuie ses larmes avec détermination. « Alors je veux la rencontrer. » Thomas tente pendant 2 jours de dissuader Margot de rencontrer Colette, lui expliquant que cette femme a détruit leur vie une fois et qu'elle n'hésitera pas à recommencer si elle se sent menacée. Mais Margot reste inflexible avec une détermination nouvelle qui brûle en elle depuis la lecture de la lettre de Léa, et finalement Thomas cède en acceptant de l'accompagner. La veille du rendez-vous, un message anonyme arrive sur le téléphone de Thomas, avec ces simples mots glaquants. « N'emmène pas Margot chez Colette. Tu la mets en danger. » Margot lit le message par-dessus son épaule et sent un frisson la parcourir, mais au lieu de la faire reculer, cet avertissement ne fait que renforcer sa résolution. L'hôtel particulier de Colette Moreau se dresse dans le 6e arrondissement comme un monument à l'orgueil et à l'argent ancien, avec sa façade de pierre impeccable et ses fenêtres ornées de ferronneries délicates. Une femme de chambre les fait entrer dans un salon somptueux, où chaque meuble semble choisi pour intimider plutôt que pour accueillir. Colette apparaît quelques minutes plus tard, droite comme un i, malgré ses 70 ans, vêtue d'un tailleur Chanel gris perle et de perles véritables au cou. Elle jauge Margot avec des yeux froids, qui semblent calculer sa valeur, comme on évaluerait un objet en vitrine. « Alors c'est toi, » dit-elle d'une voix coupante. « Tu ressembles à ta mère, malheureusement. » La même faiblesse dans le regard. Margot sent la rage monter, mais se force à rester calme. « Pourquoi m'avez-vous enlevé à mon père? Pourquoi avoir payé des gens pour me cacher pendant 25 ans ?» Colette s'assoit dans un fauteuil Louis XV, sans leur proposer de s'asseoir eux-mêmes. Thomas n'était pas digne d'élever une Moreau. Fils d'ouvrier, sans éducation, sans fortune. Je voulais que tu grandisses dans un environnement stable et respectable, loin de ces ambitions vulgaires de parvenu. Thomas se lève brusquement avec les poings serrés. « Stable! Michel l'a maltraité, vous le saviez parfaitement. » Un sourire glacial étire les lèvres minces de Colette. « Je le savais, oui. Mais au moins elle était loin de toi et de tes prétentions ridicules. Au moins le nom des Moreau restait intact. » La cruauté pure de cette révélation fait vaciller Margot, comme si on venait de la gifler une 2e fois. Cette femme a délibérément choisi de la laisser souffrir, plutôt que de permettre à Thomas de l'élever. « Vous êtes un monstre !» murmure-t-elle avec une voix tremblante de rage contenue. « Je suis une Moreau !» rétorque Colette, comme si c'était une explication suffisante. « Et toi, peu importe ton sang, tu ne seras jamais l'une des nôtres. D'ailleurs, j'ai pris mes dispositions il y a longtemps pour que tu ne touches jamais l'héritage familial. Tu n'existes pas dans mon testament, tu n'existes nulle part dans les documents moraux. » Margot se lève avec une dignité qu'elle ne savait pas posséder. « Je me fiche de votre argent et de votre nom. Ma mère vous a fui pour une raison, et maintenant je comprends pourquoi. Vous n'êtes qu'une femme amère et vide qui a détruit sa propre fille par orgueil et qui essaie maintenant de se justifier. » Elle se dirige vers la porte sans attendre de réponse, tandis que Thomas la suit après avoir lancé un dernier regard méprisant à Colette. Dans la rue, Margot s'effondre contre le mur de pierre en tremblant de tout son corps, et Thomas l'enveloppe dans ses bras pour la première fois depuis qu'ils se connaissent. « Je suis là maintenant, » murmure-t-il contre ses cheveux. « Je ne te laisserai plus jamais seule. » En quittant la rue, Margot aperçoit un homme d'une 40aine d'années qui les observe depuis une voiture garée en face, et quelque chose dans ses traits lui semble étrangement familier. Il a les mêmes yeux que Léa sur les photos, le même port de tête élégant. Quand leurs regards se croisent, l'homme sort de la voiture et s'approche lentement avec les mains levées dans un geste d'apaisement. « Margot, je m'appelle Julien. Je suis le frère de ta mère. » Julien les emmène dans un café discret près des quais où il s'installe dans un coin reculé loin des oreilles indiscrètes. À 45 ans, il a le visage marqué par une vie difficile, mais ses yeux verts gardent une douceur que Colette ne possède manifestement pas. Et quand il regarde Margot,
C'est avec une émotion profonde, qui semble retenue depuis des années. J'ai quitté la famille Moreau à 20 ans après une dispute violente avec ma mère, explique-t-il en tournant sa tasse de café entre ses mains. Elle voulait que je travaille dans ses entreprises, que je devienne son héritier obéissant, mais je rêvais de restaurer des œuvres d'art et de vivre une vie simple, loin de son empire de manipulation. Elle m'a renié quand j'ai refusé de plier. Thomas se penche en avant avec une tension visible dans tout son corps. Tu savais pour Margot ? Tu savais ce que Colette avait fait ? Julien baisse les yeux avec une honte évidente. J'ai appris l'adoption quelques années après, par un ami commun qui travaillait dans les services sociaux. J'ai essayé de te contacter à l'époque, Thomas, mais Colette avait déjà tout verrouillé. Elle a des relations partout, des juges aux avocats en passant par la police. Quand j'ai insisté, elle m'a fait comprendre que si je continuais à fouiller, elle détruirait ma carrière naissante de restaurateur. Margot sent la colère monter, mais aussi une curiosité dévorante. Pourquoi tu es là maintenant ? Pourquoi, après toutes ces années ? Le visage de Julien se durcit et ses mains se crispent autour de sa tasse. Parce que j'ai appris par un ancien chauffeur de Colette que Thomas t'avait retrouvé. Et je voulais m'assurer que tu allais bien. Mais aussi parce que j'ai des informations que vous devez connaître sur la mort de Léa. Le silence qui suit est si dense que même les bruits du café semblent s'évanouir. Thomas devient livide, tandis que Margot sent son cœur battre si fort qu'elle l'entend dans ses oreilles. L'accident de Léa n'en était peut-être pas un, dit Julien d'une voix basse en regardant autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. J'ai des doutes depuis des années. Notre mère était au volant ce jour-là. Elle revenait d'une énième dispute où Léa avait annoncé qu'elle partait avec toi et Margot. Colette était furieuse, hors d'elle. Thomas se lève brusquement en renversant presque sa chaise. « Tu es en train de dire que Colette a tué sa propre fille ? Je dis que l'enquête a été bâclée, que les témoins n'ont jamais été entendus correctement, que le rapport d'accident a disparu des archives officielles 6 mois après les faits. » Julien sort une enveloppe de sa veste et la pose sur la table. J'ai gardé des copies, des notes que j'ai prises à l'époque en interrogeant moi-même les témoins avant qu'ils ne se rétractent mystérieusement. Margot ouvre l'enveloppe avec des mains tremblantes et trouve des photocopies de témoignages qui parlent d'une voiture accélérant volontairement avant l'impact, d'une conductrice qui semblait en colère au volant, de freins qui n'ont jamais été actionnés. « Pourquoi tu n'es jamais allé à la police avec ça ?» demande-t-elle d'une voix étranglée. Julien rit amèrement. « Parce que Colette connaît le préfet de police, le procureur, la moitié des juges de Lyon. J'avais 23 ans à l'époque, et aucune preuve solide, juste des témoignages que les gens ont rétractés dès que ma mère leur a rendu visite. Si je remue ça maintenant, elle utilisera tous ses moyens pour nous détruire. » Thomas s'assoit lentement comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. 25 ans. Elle m'a enlevé 25 ans avec ma fille, après avoir peut-être tué la femme que j'aimais. Margot regarde les documents étalés devant elle et sent quelque chose se cristalliser en elle, une détermination froide et implacable qui remplace la douleur. Alors on va trouver des preuves. On va faire en sorte que tout le monde sache qui elle est, vraiment. Julien secoue la tête avec inquiétude. Margot, tu ne comprends pas à quel point elle est dangereuse. Si, je comprends parfaitement. Elle relève la tête avec un regard d'acier. Mais je n'ai plus rien à perdre. La mort du témoin les frappe comme une gifle glaciale. L'ancien chauffeur de Colette, qui avait accepté de parler à Julien, est retrouvé mort chez lui 3 jours après leur rencontre au café, officiellement d'une chute dans les escaliers, mais le timing est trop parfait pour être une coïncidence. Margot passe une nuit blanche à se demander si elle a le droit de mettre en danger Thomas et Julien pour une vérité qui ne ramènera jamais Léa, et au matin, elle trouve Thomas dans le salon, en train de lire un article sur son téléphone avec le visage décomposé. « Elle sait, » dit-il simplement en lui tendant l'appareil. « Colette sait que tu es ici avec moi. » L'article est une convocation élégante sur papier à en-tête des avocats Moreau & Associés qui demandent à Thomas et Margot de se présenter à l'hôtel particulier dans les 48 heures pour une discussion concernant des affaires familiales urgentes, et le ton poli cache mal la menace sous-jacente. Thomas veut refuser immédiatement et fuir Lyon avec Margot, partir loin où Colette ne pourra plus les atteindre. Mais Margot secoue la tête avec cette détermination têtue qui lui vient de Léa. Si on fuit maintenant, elle gagne. Elle gagnera toujours. Je veux y aller et entendre ce qu'elle a à dire. Julien arrive 1 heure plus tard avec le visage défait et des cernes profonds sous les yeux. La police m'a interrogé ce matin sur mes liens avec le chauffeur décédé.
Ils savent que je lui ai parlé récemment. Ma mère est déjà en train de tisser sa toile. Ils se rendent ensemble à l'hôtel particulier 2 jours plus tard. Et cette fois, Colette les reçoit dans son bureau privé avec 2 avocats présents qui prennent des notes sans lever les yeux. Elle est assise derrière un immense bureau en acajou comme une reine sur son trône et son sourire glacial ne présage rien de bon. « Vous cherchez à me nuire avec vos petites investigations ridicules », dit-elle sans préambule en fixant Margot. « Vous interrogez d'anciens employés, vous fouillez dans des dossiers qui ne vous concernent pas. Je pourrais vous poursuivre pour harcèlement. » Thomas se lève, mais Margot pose une main sur son bras pour le retenir. « Nous cherchons la vérité sur la mort de Léa. C'est notre droit. » « Votre droit. » Colette rit sèchement. « Tu n'as aucun droit, ma petite. Tu es juridiquement une Garnier, pas une Moreau. Et toi, Thomas, tu n'as jamais eu de droit sur ma fille, ni sur ma petite fille. » Elle ouvre un dossier devant elle et en sort plusieurs documents qu'elle fait glisser sur le bureau. « Voici ce que je peux faire si vous continuez. Thomas, ton entreprise textile a des contrats avec 3 de mes partenaires commerciaux. Un mot de moi et tu perds tout. Julien, ta galerie de restauration dépend de subventions municipales que je peux faire annuler d'un coup de téléphone. Et toi, Margot, tu cherches à reprendre tes études en design? Je connais le directeur de toutes les écoles privées de la région. » Le silence qui suit est écrasant, tandis que la réalité de son pouvoir s'impose à eux comme un mur infranchissable. Margot sent la peur ramper le long de sa colonne vertébrale, mais refuse de la laisser paraître. « Vous avez tué votre propre fille, » dit-elle d'une voix tremblante mais claire. Colette ne nie pas. Elle se contente de sourire avec une froideur reptilienne. « Je n'ai pas tué Léa. Mais quand elle a perdu le contrôle de la voiture après m'avoir hurlé dessus pendant des kilomètres, je n'ai pas fait grand-chose pour éviter l'accident. Elle a choisi cet homme médiocre plutôt que sa famille. Elle a eu ce qu'elle méritait. » Margot sent son sang se glacer, car l'aveu est là, prononcé avec une désinvolture monstrueuse, mais elle a son téléphone dans sa poche et l'enregistreur activé depuis leur arrivée. Colette se lève pour signifier que l'entretien est terminé. « Maintenant sortez de chez moi, et si j'entends encore parler de vos petites enquêtes pathétiques, je détruirai vos vies une par une. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. » Dans la rue, Margot montre l'enregistrement à Thomas et Julien qui écoutent avec des yeux écarquillés. Julien secoue la tête tristement. Sans preuve matérielle de l'accident, cet enregistrement ne suffira pas pour une accusation criminelle. Au mieux, on peut nuire à sa réputation, mais elle ne verra jamais l'intérieur d'une prison. Thomas prend le visage de Margot entre ses mains. « Choisis ce qui te permettra de vivre en paix, pas ce qui nous enchaînera à la vengeance pour le reste de nos vies. » Les jours qui suivent la confrontation avec Colette sont parmi les plus difficiles de la vie de Margot. Elle passe des heures à réécouter l'enregistrement en essayant de décider si détruire la réputation de sa grand-mère vaut le prix que Thomas et Julien devront payer, et chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle voit le visage de Léa sur les photos, en se demandant ce que sa mère aurait voulu. Thomas l'encourage à consulter une thérapeute qu'il connaît, une femme douce qui reçoit dans un cabinet lumineux près du parc de la Tête d'Or. Margot y va avec réticence au début, mais après la première séance, elle commence à démêler l'écheveau complexe de ses émotions entre la trahison de Michel, le deuil d'une mère qu'elle n'a jamais connue, et cette rage sourde qui brûle en elle depuis des semaines. « Qu'est-ce qui vous permettra de guérir vraiment ?» lui demande la thérapeute lors de leur 3e rencontre. La vengeance ou la vérité? Margot réalise pendant cette séance qu'elle ne cherche pas à faire souffrir Colette, mais simplement à ce que le monde sache qui était vraiment Léa et comment elle est morte, et que cette différence change tout dans sa décision. Elle passe également du temps avec Thomas, qui l'aide à s'inscrire dans une école de design privée, hors de la région lyonnaise, loin du contrôle de Colette, et pour la première fois depuis des années, elle se met à dessiner à nouveau, avec une liberté qu'elle avait oubliée. Ses croquis remplissent des carnets entiers, tandis qu'elle redécouvre cette passion enterrée sous les années de survie et de rejet. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble dans l'appartement, Thomas lui parle de ses projets d'avenir avec une timidité touchante. « J'ai pensé qu'on pourrait peut-être chercher un appartement plus grand si tu veux rester ici après tes études. Quelque chose avec un atelier pour toi et un bureau pour moi, un endroit qui serait vraiment le nôtre. » Margot sent quelque chose se réchauffer dans sa poitrine en réalisant qu'elle a enfin une famille, même construite sur les ruines de 25 années perdues. Après 2 semaines de réflexion intense, elle prend sa décision et convoque Thomas et Julien dans le salon.
Je vais rendre public la vidéo et l'enregistrement. Non pas pour envoyer Colette en prison parce que je sais que ses avocats l'en protégeront probablement, mais pour que tout le monde sache la vérité sur qui elle est vraiment et comment Léa est morte. Julien hoche la tête lentement. Tu sais que ça va déclencher une guerre. Elle utilisera tous ses moyens pour nous détruire. Je sais, répond Margot avec une fermeté nouvelle dans la voix. Mais si on ne fait rien, Léa ne trouvera jamais justice et Colette continuera à manipuler et à détruire des vies. Je ne peux pas vivre avec ça. Thomas la serre dans ses bras. Alors on le fait ensemble, et quoi qu'il arrive, on affronte les conséquences ensemble. Ils contactent un journaliste d'investigation réputé pour son intégrité qui accepte de publier l'histoire après avoir vérifié les faits et les documents. L'article paraît une semaine plus tard dans le principal quotidien de Lyon avec un titre dévastateur. Matriarche de la haute société lyonnaise, accusée d'avoir causé la mort de sa fille. La réaction est immédiate et brutale. Les médias s'emparent de l'affaire, tandis que les enregistrements circulent sur les réseaux sociaux et que les anciennes relations de Colette commencent à prendre leur distance. Ses organisations caritatives la renient, ses amis cessent de répondre à ses appels, et son empire social commence à s'effriter sous le poids de la vérité révélée. Colette tente de riposter avec ses avocats en menaçant des poursuites pour diffamation, mais l'enregistrement de ses propres aveux rend toute défense impossible. Elle ne va pas en prison comme Margot l'avait prévu, son âge et ses relations la protègent de conséquences pénales, mais elle perd ce qui comptait le plus pour elle, son statut et sa réputation intouchable. Margot commence ses cours de design 2 semaines après la publication de l'article, et Thomas l'accompagne à son premier jour avec une fierté évidente dans les yeux. « Ta mère serait fière de toi », dit-il en la regardant entrer dans le bâtiment. « Et moi aussi, je suis fière. » Pour la première fois depuis longtemps, Margot sourit sincèrement en sentant qu'elle commence enfin à construire sa propre vie plutôt que de survivre à celle qu'on lui a imposée. 2 mois passent dans un tourbillon étrange, où Margot jongle entre ses cours de design qui la passionnent de plus en plus et les échos médiatiques qui continuent autour de l'affaire Moreau. Elle évite les interviews et les sollicitations des journalistes en se concentrant sur sa guérison et son avenir, tandis que Thomas l'aide à aménager un petit atelier dans l'appartement où elle peut créer librement. Un matin de décembre, alors qu'elle travaille sur son premier grand projet académique inspiré de l'album photo qu'elle avait offert à Michel, transformé en œuvre d'art sur la mémoire et la résilience, elle reçoit un appel de l'hôpital. Colette Moreau a fait un malaise cardiaque grave et demande à la voir. Margot hésite pendant des heures en tournant dans l'appartement comme un animal en cage, déchirée entre le désir de tourner définitivement la page et une curiosité malsaine de savoir ce que cette femme peut encore avoir à lui dire. Thomas lui dit que la décision lui appartient entièrement et qu'il la soutiendra quoi qu'elle choisisse. Finalement, elle se rend seule à l'hôpital en prenant le tramway à travers une ville qui commence à se parer de décorations de Noël. La chambre de Colette est sobre et silencieuse, avec ses murs blancs et ses machines qui bipent régulièrement. La vieille femme est méconnaissable, diminuée et branchée à des tubes, son orgueil légendaire réduit à néant par la maladie. Colette ouvre les yeux quand Margot entre, et quelque chose qui ressemble à du regret passe sur son visage ravagé. « Je ne m'excuserai pas pour ce que j'ai fait, » dit-elle d'une voix faible et éraillée. « Mais je voulais te dire que tu ressembles tellement à Léa. Pas seulement physiquement, mais dans ta force et ta détermination. J'ai essayé de la briser elle aussi, et j'ai échoué avec vous deux. » Margot reste debout près de la porte sans s'approcher du lit. « Vous avez détruit tant de vies par orgueil et par cruauté. Mais je ne vous pardonnerai pas, et je ne suis pas venue ici pour vous absoudre. Je suis venue vous dire que malgré tout ce que vous avez fait, je vais bien. J'ai un père qui m'aime, un oncle qui me soutient, et un avenir que je construis moi-même. Vous n'avez pas gagné. » Colette ferme les yeux avec une expression difficile à déchiffrer. « Peut-être que c'est ça ma vraie punition, te voir heureuse alors que j'ai tout perdu. » Elle meurt 3 jours plus tard sans que Margot retourne la voir. Et quand Julien l'informe des funérailles, elle décide de ne pas y assister, en choisissant plutôt de passer cette journée avec Thomas à regarder d'anciennes vidéos de Léa qu'il avait gardées précieusement. 6 mois après la publication de l'article, Margot présente son projet final dans une petite galerie du quartier des Terreaux que Julien a aidé à organiser. Sa collection s'intitule « Mémoire et résilience » et explore à travers des installations visuelles le thème des familles brisées et reconstruites,
des identités volées et retrouvées. Thomas est au premier rang, avec les yeux brillants d'émotion, tandis que Julien a apporté des fleurs blanches comme celles que Léa aimait. À la fin de l'exposition, Margot accroche une photo agrandie de Léa tenant un bébé dans ses bras, avec une plaque gravée en dessous. À ma mère, Léa Moreau, qui m'a donné la force avant même que je sache son nom. En rentrant chez elle dans l'appartement qu'elle partage maintenant avec Thomas, et qui ressemble enfin à un vrai foyer avec ses plantes vertes et ses dessins accrochés partout, elle trouve une lettre déposée sous sa porte. L'enveloppe porte l'écriture maladroite de Sylvie, qui s'excuse avec des mots simples et demande timidement si elle pourrait se revoir un jour. Margot pose la lettre sur la table sans l'ouvrir complètement, en se disant qu'elle décidera plus tard si elle est prête pour ce pardon-là. Pour l'instant, elle regarde par la fenêtre vers la ville illuminée et sent quelque chose se dénouer définitivement dans sa poitrine. Elle a traversé la trahison, la douleur et la vérité brutale. Elle a affronté ses démons et choisi la lumière plutôt que la vengeance. Et pour la première fois de sa vie, elle se sent vraiment chez elle. Pas dans un lieu, mais dans sa propre peau. Le téléphone sonne, et c'est Thomas qui demande si elle veut venir dîner demain, car il cuisine le cassoulet préféré de Léa. Margot sourit en regardant la photo de sa mère sur le mur. « J'arrive, papa. » I don't see it. Oh, there it is. Ultra Ball. Come on, come on, come on, come on. Geodude. Oh yeah, definitely catching this guy. Oh yeah, definitely catching this guy. Nice. Definitely catching this guy. Can My you God, I grab hate me when that some happens. cobblestone? Or you buy any cobblestone? Or I you have- just buy some. Oh wait, do I have so many? Geodude. Oh, Geodude. it might be. I think I have deep slate. That's deep slate, right? No, that's cobblestone. What the hell? How many do you need? Is that cobblestone? Yeah, it is. I was surprised too. It doesn't look like it. I need at least like at least 5. I have 63, so I think we're good. Ow, my ankles. That Solrock's still here. I kind of want to try and catch it. What do you want? How many? Cobblestone, at least 5. That's good, thank you. Should I catch the Solrock? I don't know. Yeah, why not? I have a Lunatone already. Oh, that's who he evolves into? Yeah. It goes from sun to moon? Moon to sun. Oh. I think. I think? Maybe I'm wrong. I don't know which one comes first. Moon to sun, I think. Is that? E. Let me give you another ultra ball. Are you gonna catch your Beldum or not? Yeah, I'm gonna try. How many do you have? I got 4. Oh, okay. What the heck? Want to battle or? Why is there so many Pokemon right here? Oh, that's my. Wait, hold on. Sorry, I didn't mean to do that. Why is my Haunter out? That's not even. There's so many. No, literally, why? I think those are all my Pokemon. I don't know why they're like spawned. I don't know why they're spawned in. Okay, I got my Haunter and I got my Gyarados. There you go. Sorry, I was taking up a lot of the space there with both my Pokemon out. Where'd he go? Oh, you're fighting him. Are you fighting him already? Yeah. Geodude. Drillbur. Geodude.
Dang. Killed your Pikachu quick. I'm just trying to do like little attacks. I'm scared to do. No, yeah, that makes sense. That only makes sense. He's just freaking doing. I almost killed like 2 Pokemon that I wanted to catch. You paralyzed him, that's good. Maybe try to catch him while he's paralyzed. I would say throw it while he's paralyzed. If he's still paralyzed, catch him. 0.4% chance of catching this guy. Like I feel like these are not gonna catch him. Yeah. Oh, that was scary. Bro, 6%. Don't hit him again. And he's still paralyzed. You should be able to get him. Geodude. He's just getting out every time. Dude, I wish you had like a psychic Pokemon to put him to sleep or something. I feel like it would definitely up the chances. Oh my god, what is with the Digletts? What is with the Digletts, bro? Enough, Diglett, thank you. I caught him with Oh a my Pokeball. god. Just regular Pokeball. Let's go. Oh my god. Only took 25 fucking Pokeballs. Yeah. Maybe Holy more. shit. I'm so geeked right now, though. Can we go back home? Yeah. I don't want to be in this fucking cave anymore. Diglett, 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 You caught your Diglett, Aron, right? Or Diglett, Aran? Diglett. What's his Yeah, I name? caught him.